comme étant des conditions sine qua non avant de pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire décrocher son diplôme dans ces pays-là. C'est au point qu'on a tenté de se poser la question à quoi cela sert? Parce que les avis sont partagés. Par contre, dans d'autres sens, là, tu ne bouges pas. À cause de ça, certains frères peuvent y aller et ne pas pouvoir revenir avec leur diplôme, et c'est déplorable. Ne pouvons donc pas parler des articles scientifiques sans pour autant brosser brièvement ce que c'est que la rédaction d'une thèse, parce que c'est l'objectif ultime à la fin. Nous avons donc fait le choix de parler un peu de ce que c'est que la rédaction du moins d'un mémoire ou d'une thèse de soutenance de doctorat. C'est quoi donc une thèse de soutenance de doctorat? Une thèse, c'est un document que l'on présente à la fin de sa formation académique ou ceux-là qui sont au niveau de thèse de doctorat. Et ce document rend compte de toutes les investigations, de toutes les réalisations scientifiques, je peux parler en termes de recherche sur terrain ou dans le laboratoire, dépendamment de votre domaine de recherche. Et ce document contient tout ce que vous avez découvert avec des messages propres à ce contenu-là. C'est ça que nous appelons une thèse. Pour celui-là qui est un master, nous pouvons l'appeler généralement un mémoire. Mémoire de maîtrise, mémoire de licence. Le moins familier, mais qu'est-ce qui est dedans concrètement et comment il faut se prendre pour présenter un bon travail? Ces questions ont besoin d'être répondues. Lorsque vous réalisez un travail de mémoire ou de soutenance de thèse, dont l'appellation est appelée selon les institutions dissertation ou thèse, après avoir fait tout ce travail-là, qui a la propriété de ce document-là, c'est-à-dire qui a le droit sur ce document-là, l'étudiant a besoin de savoir cela. L'importance de la publication scientifique, nous allons aussi en parler, et comment donc valoriser le contenu qui s'y trouve en des réalisations scientifiques à valeur ajoutée. Je vais vous nommer les articles et peut-être des brevets. Comme je vous le disais, la thèse de soutenance, c'est un document qui contient l'ensemble de vos découvertes scientifiques, l'ensemble de vos observations sur terrain, parce que ce n'est pas tout travaux scientifiques qui fait recours au laboratoire. Pour certains, c'est un travail du terrain en termes d'interviews et autres, en fonction de la nature de votre thème de recherche. Cela puisse être social ou bien de la science. Et c'est ça qui constitue votre mémoire ou bien votre thèse. Alors, comment donc rédiger ce document-là? Rédiger une thèse ou une dissertation de doctorat, c'est un travail fastidieux qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il faut passer par différentes étapes qui sont articulées et tout avec beaucoup de... Ayez une claire idée de ce que vous voulez faire. Après avoir une idée claire de ce que vous voulez faire, vous devez tout faire pour sortir, pour formuler votre sujet de recherche. Et
Vous êtes obligé de... Donc, une fois que le protocole de recherche est fait, vous pouvez maintenant passer à la pour ce protocole-là global maintenant concernant votre travail. Oui, allô? Vous, vous devez maintenant planifier de manière rigoureuse et chronologique comment vous allez vous organiser pour atteindre les objectifs. Et c'est après cela que vous allez passer à ce que nous allons appeler les résultats, les discussions. Vous voyez là, chacun d'entre eux a un détail. Nous allons passer brièvement sur ça. Des stratégies que vous allez mettre en place pour répondre à cette préoccupation constitue ce que vous appelez la thèse. Oh, je crois qu'on a un souci. Le docteur a un souci avec sa connexion. Je l'appelle rapidement. Réalité de notre pays. Voilà pourquoi on a besoin des penseurs pour résoudre ça pour les générations à venir, pour nos enfants. C'est bien ça, monsieur. Oui, allô, monsieur. Allô, je crois que vous êtes déconnecté. On vous entend plus. Oui, oui. Bien. Veuillez vérifier votre connexion. Oui. On vous attend. Oui, impatiemment. Revenez-nous très rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci, merci de patienter. Le docteur va sûrement nous revenir tout à l'heure. Ouais. D'accord. Bon, le docteur était en train de mettre des points très pertinents par rapport à comment est-ce qu'il faut faire le programme pour pouvoir avoir un plan de rédaction de sa thèse. Et j'espère qu'il aura la connexion tout à l'heure pour continuer dans ça. Mais ce que je voudrais dire en attendant qu'il ne revienne, c'est que euh, il y a un point crucial que beaucoup d'entre nous, surtout les étrangers qui sont en Chine, ne se focalise pas sur. Et ce point-là, c'est quand vous arrivez en Chine et vous prenez les documents pour pouvoir commencer votre diplôme, l'étude, si c'est le master ou si c'est le doctorat, il va falloir que chacun puisse aller au niveau de son école et demander à la fin comment est-ce que mon diplôme sera jugé pour que je puisse l'obtenir. Il y a beaucoup qui ne savent pas, qui perdent une année, 2 ans, 3 ans, et c'est vers la fin
voilà, oh, j'ai besoin de publier, j'ai besoin de publier dans quel domaine avant qu'on ne m'octroie mon diplôme. Et c'est un peu en retard déjà. Donc, il faut toujours, dès l'inscription, aller et demander quels sont les critères sur lesquels l'école se base pour pouvoir octroyer les diplômes. Et c'est par rapport à ça maintenant que on commence par faire son plan. Si c'est des travaux que vous devez faire au labo, ou bien si c'est des travaux que vous devez faire sur le terrain, ou bien si c'est des travaux de questionnaire ou bien d'études sur l'Internet, tout ça, c'est après avoir eu une vision claire de comment est-ce que mon travail, mon diplôme sera jugé. Et c'est par rapport à ça qu'on peut faire le plan. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, ou bien si vous êtes en train de vous apprêter pour venir en Chine ou bien dans n'importe quel pays, la première des choses, c'est de savoir, à la fin de mes études, comment est-ce que je serai jugé pour pouvoir obtenir mon diplôme. C'est très important. Chaque domaine, chaque institut, chaque université a ses critères. Ce n'est pas parce que DOSA a un critère A que nécessairement celui qui est en train de faire le même diplôme que DOSA dans une université B a le même critère. Ça, c'est un point très, très important. À part ça, il y a aussi, quand nous parlons des critères pour pouvoir rédiger sa thèse ou son mémoire, il y a aussi des universités qui ont leur plan et ces plans-là sont souvent différents. Il y a par exemple des thèses qui viennent en matière de différentes publications ou bien des thèses qui viennent avec des sommets différents. Donc, il va falloir aussi savoir si par exemple vous devez rédiger une thèse qui est complètement. Hello, vous me recevez? Oui, maintenant vous recevez. Oui, soyez les bienvenus une fois encore, docteur. Oui, je crois, hein, la connexion nous avait faussé un peu. Donc, monsieur le docteur Dossa Merci beaucoup. Oui, oui. essayez de nous rappeler un peu ce qu'on doit faire, les points essentiels que vous avez abordés. Merci de continuer, s'il vous plaît. Merci. On ne se lève pas pour se lancer à une recherche, on se lève parce que nous voulons régler un problème. Lorsque votre recherche ne règle pas un problème, c'est que vous êtes en train de vous amuser. C'est en ça que la démarche veut que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez faire, claire et nette. Après cela, vous devez entrer en contact avec la communauté scientifique de votre domaine de recherche. Parce qu'il y a sûrement des gens qui travaillent dans ce domaine-là avant vous. Et donc, après avoir lu par rapport à ces auteurs, vous allez découvrir qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats qui ont été obtenus, les limites, ce qui n'a pas été fait, en quoi vous pouvez être utile. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour régler les problèmes qui n'ont pas encore pu être réglés juste là. Et c'est dans ce sens que l'unicité, si vous vous levez pour vous lancer à faire ce que les autres ont déjà fait, le problème auquel vous allez vous confronter, c'est le manque d'innovation dans votre travail. Et il vous sera donc difficile d'avoir une visibilité scientifique. Et c'est après cela que vous allez entreprendre à mettre en place votre démarche qui vous permettra d'atteindre les objectifs vis-à-vis du problème que vous voulez régler. Cette démarche-là sera forcément sanctionnée par des résultats
Des résultats qui ne sont rien d'autre que les réponses à des questions que vous vous êtes posées dès le départ. Parce que lorsqu'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Maintenant, vos réponses là ne sont rien d'autre que les résultats que vous allez amener. Et c'est ainsi votre thèse est articulée par 4 éléments fondamentaux que vous voyez sur mon écran ici. Lorsque vous suivez ces 4 étapes, rassurez-vous que vous allez pouvoir formuler un très bon projet de recherche. Il faut aussi noter que lorsqu'on parle de thèse ou de mémoire de recherche, faites beaucoup attention parce que généralement, nous, jeunes chercheurs, nous, jeunes étudiants, on est à certaines choses de la société. Et forcément, durant nos activités de recherche, nous voulons que les choses soient telles que nous les avons préconçues. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ce n'est pas ça. Le mémoire ou bien la thèse n'est pas une affaire de vous venez pour convaincre coûte et coûte de ce qui est dans votre tête. Non. Ce n'est pas ça. Vous venez juste exposer le résultat que vous avez obtenu avec des preuves à l'appui que vous avez eues sur le terrain ou bien au laboratoire. Ce que vous présentez peuvent être dans une même dynamique que vos prédécesseurs, comme ça peut les contredire. Dans l'un ou l'autre cas, l'essentiel, c'est de détenir les preuves réputées pour justifier ce que vous voulez dire et vous voulez ou que vous voulez exprimer. Alors donc, vous devez souffrir, abandonner ce que vous avez préconçu dans la tête. Parce que généralement, lorsque les choses sont préconçues comme ça, lorsqu'on est en face des réalités, surtout ceux qui sont au laboratoire savent de quoi je parle, ce que tu penses, tu trouves autre chose dans la pratique. Alors voilà que tu es ancré, tu ne veux pas laisser ce à quoi tu penses. Tu vas commencer par biaiser les résultats ou bien forcer les résultats pour arriver là où tu vas. Ça s'appelle de la manipulation scientifique et c'est de la tricherie scientifique. Lorsque de pareils résultats sont utilisés pour prendre les décisions dans la société, c'est de la catastrophe. Vous vous imaginez un docteur qui force pour amener un médicament à être ce que lui pense dans la tête. Si on vous injecte un pareil document alors que vous avez des faux résultats, vous allez mourir. Donc, le scientifique est comme ce médecin-là qui doit faire beaucoup attention. À un moment donné, il doit s'accepter, se débarrasser de ce qu'il pense, c'est-à-dire des préconçus qu'il a, et aller vers la réalité. Ce qu'il trouve, il doit chercher à expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce n'est pas ce que je pensais. C'est son réalité, ça. Les expériences par là, comme cela, vous allez rencontrer durant les reviews de vos articles. Des gens viendront vous contredire du côté des, comment appelle-t-on, des reviewers, juste parce qu'ils veulent que les articles soient acceptés. Non, lorsque vous détenez des preuves contradictoires, soyez ferme et contredisez ce que le reviewer dit, juste à ce qu'il recule avec vos preuves. Parce que s'il n'a même pas de preuves et il veut vous amener à s'aligner à ce que lui pense, vous ne devez pas accepter ça. Ce sont des expériences que les chercheurs rencontrent souvent sur le terrain. Alors, comment trouver un bon sujet de recherche? D'abord, un bon Je crois qu'il a toujours un souci avec sa connexion. Ça, c'est le, le problème que nous avons au Bénin, le problème de connexion. Beaucoup de personnes disent que c'est cher et pourtant la qualité ne suit pas. Euh, le point dont le docteur voulait euh, discuter, c'est par rapport à comment choisir son thème pour le mémoire ou bien pour la thèse. Bien sûr, l'écran, vous allez voir, il y a beaucoup de critères, il a mentionné 3 qui guident dans le choix. Avant même que le choix ne se produise, il va falloir que déjà dans ton domaine, comme il a mentionné précédemment, que tu
sois familiarisé avec ce que les gens ont déjà fait. Et c'est là que moi, souvent, je dis à mes étudiants qu'il faut avoir un esprit critique quand on est en train de lire les documents d'autrui. L'esprit critique, ce n'est pas comme la politique que nous faisons chez nous, où si tu es pour la rupture, tu es pour la rupture. Et quel que soit le problème que tu es en train de faire, tu ne vois pas ça, tu ne vois que du positif dedans. Ce n'est pas ça. Et si tu es opposant, tout ce que l'opposant amène comme idée, tu ne vois pas du positif dedans. C'est pas ça. Avoir un esprit critique, c'est voilà, il y a les gens, ils ont créé la roue. Maintenant, quand ils ont créé la roue, en, euh, dans l'Antiquité, c'était par rapport aux terres que nos ancêtres avaient qu'ils ont créé ce outil qu'on appelle la roue. Peut-être qu'en son temps, le taux d'argile qui était dans le sol n'était pas si grand. Maintenant que nous sommes à une époque où le taux d'argile qui est dans le sol est grand, ça veut dire que la roue continue pas à être importante, mais il va falloir, On ne vous reçoit pas sur la plateforme, docteur. il va falloir améliorer quelque chose. Donc, c'est ce qu'il faut améliorer que tu amènes comme ajout maintenant. La roue existait, mais tu amènes quelque chose pour pouvoir améliorer ça afin que ça puisse être adapté à des terres plus argileuses que les terres qui étaient quand les ancêtres avaient créé ça. Donc, c'est ton apport que tu amènes en un mot très simple ou bien en une explication très simple pour que les gens puissent comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que bon, ceux qui avaient créé la roue n'avaient pas ce problème ou bien n'avaient pas une bonne intention. C'est juste que toi, tu as vu le côté manquant qu'il faut améliorer pour la roue. Donc, voilà un peu comment est-ce que dans la rédaction ou bien dans, comment on dit ça en français, dans la lecture des articles scientifiques, tu vois ce que les gens ont fait et ce qui reste à faire dans ton domaine pour pouvoir apporter ça comme un apport. C'est ça qui est le nouveau apport que toi tu amènes dans le domaine. Donc, si tu ne lis pas, tu ne peux pas faire une magie pour pouvoir savoir que voilà, il y a ce qui manque actuellement dans mon domaine et voilà comment est-ce que je peux euh, venir à subvenir à ce problème-là. Donc, voilà un peu. Il y a des gens qui vont attendre peut-être que leur superviseur leur donne de thèmes. Si tu as la chance et ton superviseur te donne un thème, c'est ton devoir de pouvoir confronter ce thème-là avec l'existence actuelle au niveau de la littérature scientifique dans ton domaine. Si le thème que ton superviseur te donne, par exemple, n'amène pas ou bien n'arrive pas, ne va pas régler un problème fixe dans ton domaine, ça veut dire qu'il va falloir que tu discutes avec ton superviseur pour voir comment est-ce que vous pouvez améliorer cela. Donc, ce n'est pas se mettre dans une position de le superviseur n'a pas une compréhension euh, du domaine, non. Le superviseur, lui, il a beaucoup de choses à faire. Souvent, ce que nous disons, par exemple, pour un doctorant, c'est qu'au départ, ton superviseur connaît plus que toi, mais à la fin de ton doctorat, tu es le maître dans ton domaine précis et tu peux connaître plus que le superviseur. Cela ne veut pas dire que le superviseur ne maîtrise pas. Le superviseur a une idée très générale de tout ce qu'il est en train de faire. Mais toi, dans ton domaine précis, tu es plus connaisseur que le superviseur parce que tu as utilisé 2, 3 ans ou 4 ans pour pouvoir rechercher rien que dans ce domaine. Est-ce que vous me recevez? Oui, docteur. Oui, vous me recevez? Oui, Oui, continuez, docteur, s'il vous merci. plaît. Vous me recevez maintenant? Oui, oui. 5 sur 5. Oui. Merci, Je docteur vois. Doussa. Merci. Merci, docteur Doussa, pour ces clairs. OK.
cette clarification. OK, Comme nous sommes en train de le dire, OK, merci, vous pouvez continuer. c'est une erreur technique là. Donc, comme je vous le disais, votre sujet doit être clair, important et unique. Et puis, arriver que ça ne soit pas vous qui proposez forcément le sujet. Ça peut être votre superviseur. Est-ce que vous voyez ça? Assurément, si c'est le superviseur qui vous propose ça, c'est parce qu'il est en train de travailler sur un projet de recherche, c'est-à-dire c'est un fait sociétal qu'il est en train de résoudre et on l'a financé dans ce sens-là. Ça veut dire que vous êtes en train de régler un problème concret dont on lui a confié. Ça, c'est déjà bien. Mais si vous devez travailler sur un sujet, vous réalisez que ce sujet ne règle aucun problème, ni du côté de votre superviseur, ni de votre propre côté. Chers amis, vous êtes dans une aventure au succès peu probable. Parce qu'à la fin, c'est vous qui serez confronté au problème, pas le superviseur. Lui va se débarrasser. C'est là que vous n'allez pas pouvoir publier des articles de qualité, vous n'allez pas pouvoir avoir de l'innovation et donc on va rejeter votre travail. Donc, prenez beaucoup de temps dans la préparation de votre travail de recherche. Parce que là, beaucoup tombent dès le départ et à la fin, ils ont tous les problèmes possibles. Une fois que votre sujet est clair et vous êtes rassuré que tout est OK, la première étape, c'est d'essayer maintenant de faire ce qu'on appelle un protocole de recherche. Ce protocole-là sert simplement à convaincre, parce que dans chaque institution, il y a un panel qui doit évaluer le projet de chaque étudiant avant que l'étudiant ne commence pas à se lancer aux travaux de laboratoire ou bien de terrain. Donc, il faut que ça soit validé. Ce protocole, c'est l'objectif, ça. Vous devez donc rédiger un protocole de manière claire, articulée et exprimant l'unicité de votre sujet de recherche que vous avez défini. Pour y arriver, vous devez faire ce qu'on appelle une brève revue littéraire pour avoir une idée de ce que vous voulez faire, de ce qui a été fait dans le domaine et de ce qui reste à faire. Et c'est après cela, après cette introduction, que vous allez maintenant étaler votre plan de manière en miniature, parce que ce n'est pas encore la rédaction de thèse, mais c'est le protocole de recherche. Mais cela plante le décor de ce qui va se placer au niveau de votre rédaction de mémoire. Lorsque le protocole est bien rédigé ici, bon, à la suite, ce sera plus facile pour vous. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans le document principal. Parce qu'à partir de ce document, on veut se rassurer que vraiment vous savez ce que vous voulez faire et vous maîtrisez, vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire. C'est ça le protocole de recherche. Et après cela, maintenant, vous devez passer à une revue littéraire globale maintenant concernant votre rédaction de recherche. Cette rédaction, ce n'est pas juste un résumé, tout comme au niveau du protocole de recherche. Parce que au niveau du protocole de recherche, il y a une introduction qui constitue un bref résumé de l'ensemble de tout ce qui se passe dans votre domaine de recherche en rapport avec le sujet que vous voulez traiter. Ce sujet-là part d'une idée générale pour venir à la problématique. De la problématique, vous énoncez des questions de recherche et maintenant, vous dites ce que vous voulez faire. C'est ça le protocole. De manière brève dans l'introduction, en 4 phases, en quatre parties. L'introduction, c'est généralement 4 parties au niveau du protocole de recherche. Ici, au niveau de votre mémoire, ce n'est plus ça. Certes, il y a une introduction qui plante le décor, tout comme au niveau du protocole de recherche, mais il y a des chapitres ici séquencés, agencés de manière structurelle, de manière chronologique et logique. C'est ça. Et cela s'appelle revue littéraire. Ça peut constituer jusqu'à une trentaine de pages ou quarantaine. Ça dépend du type du sujet que vous êtes en train de traiter. Donc, ce résumé-là doit planter, ça doit porter au niveau de son introduction 4 étapes essentielles, comme je le disais, tout comme au niveau du protocole de recherche, le contexte, la problématique, planter l'importance, les questions de recherche, et puis vous annoncer ce que vous voulez faire. C'est comme ça l'introduction se présente de manière générale. Maintenant, vous allez entreprendre ce qu'on appelle la revue approfondie, comme je vous le disais. La revue approfondie, là, il y a des chapitres qui vont s'aligner, des sous-chapitres, en fonction
différentes parties que vous voulez aborder dans votre travail de recherche. Vous devez d'abord dire ce que les autres ont déjà eu à faire de par le passé, c'est-à-dire avant vous, là ils sont arrivés, les limites, vous devez lire un peu de tout. Certes, vous ne pouvez pas explorer toute la littérature, mais consacrer le maximum de temps pour faire un bon travail de revue littéraire, afin que votre travail soit solide. En d'autres termes, vous faites ce qu'on appelle une synthèse de tout ce qui est existant, ce qui a été fait, mettre en évidence les lacunes, c'est-à-dire les limites, et ensuite utiliser les recherches existantes pour dire comment vous voulez maintenant tacler les limites que ceux-là n'ont pas pu vaincre. Et c'est là votre innovation, vous. Maintenant, effectuez maintenant votre propre recherche. Une fois que vous avez défini clairement votre sujet de recherche, avec des questions précises, vous devez maintenant aller dans une dynamique de résoudre le problème. Et pour résoudre ce problème, vous devez maintenant faire des travaux concrets, soit du terrain, soit du laboratoire. Et ces travaux du terrain-là sont guidés par, bien sûr, la méthodologie que vous vous êtes déjà fixée à suivre. Cette méthodologie-là, vous vous inspirez de ceux-là qui vous ont précédé, comment ils ont procédé. Et de là, vous établissez vous aussi votre méthodologie tout en amenant, en y ajoutant des éléments nouveaux, selon le sujet que vous êtes en train de traiter. Alors, vous devez concevoir donc une stratégie. La stratégie de votre recherche qui est articulée en de commencer un travail. Parce qu'un travail de recherche, c'est 50-50. Vous pouvez commencer à obtenir des résultats et commencer sans obtenir de résultats. Ça aussi, c'est de la recherche. Alors, votre méthodologie globale que vous allez utiliser pour vaincre, pour faire le travail en question, est-ce que c'est une méthode qualitative ou quantitative? Ça dépendra du type de sujet que vous êtes en train d'aborder. Si c'est qualitatif, si c'est quantitatif, vous définissez ça. Votre stratégie de collecte des informations, est-ce que c'est une collecte au laboratoire au travers des expérimentations ou bien vous allez sur le terrain pour faire les données? Oui, mais les données à elles-mêmes ne sont rien. Si vous n'arrivez pas à faire parler ces données-là vont rester là dormantes. Donc, les stratégies d'analyse de vos données, les logiciels que vous allez utiliser, tout ça, vous en faites cas. Et c'est après cela que vous passez à la phase active du travail même, c'est-à-dire le travail proprement dit. Si c'est par interview, vous voulez faire le travail, vous allez maintenant sur le terrain, vous commencez par cibler, échantillonner vos cibles et passer aux interviews. Si c'est au laboratoire, alors vous commencez par suivre vos méthodologies, vous commencez par effectuer les travaux au laboratoire, les analyses en miniature à l'échelle pilote ou à grande échelle. Ça dépendra du contexte dans lequel vous vous retrouvez. Et c'est ce travail proprement dit qui va vous donner les résultats, les données que vous allez analyser d'ailleurs. Et une fois ces données obtenues, vous les préparez et vous les analysez. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous devez prendre les décisions. Vous allez concevoir votre travail de recherche. Et vous devez décrire et aussi justifier vos décisions dans votre chapitre sur la méthodologie. Il faut noter que la méthodologie que vous avez préétablie pour fonctionner, durant l'exécution du travail, peut être modifiée parce que vous allez croiser les réalités du terrain et vous êtes obligé maintenant de modifier la méthodologie. Dit-on souvent, c'est le terrain qui commande. Vous pouvez peut-être avoir proposé une méthodologie, mais qui, dans la réalité sur terrain, nécessite des modifications vu les réalités que vous croisez. Donc, ne dites pas que votre méthodologie, voilà comment vous avez planifié ça, c'est-à-dire obligatoirement, vous devez suivre ça. Non, ce n'est pas ça. Quand ça ne marche pas, asseyez-vous, réfléchissez, lisez la littérature et puis ressourcez-vous et voyez ce qu'il faut modifier, ce qu'il ne faut pas modifier. Cela vous évite le risque de forcer les données. Ne forcez jamais les données en sciences. Présentation maintenant de votre résultat. Une fois que les travaux sont effectués de manière
propres et appropriées dans le laboratoire, vous obtenez des données. Ces données-là constituent un résultat. Alors, il faut les présenter. Les présenter, c'est quoi? C'est les faire parler. Les faire parler, il y a deux manières de les faire parler. La première manière, c'est de dire d'abord exactement ce que vous avez observé. Là, vous ne commentez rien dedans. Vous dites exactement ce que vous avez vu. C'est-à-dire les données là, c'est un tableau qui est là. Tableau là, faites parler le tableau, sans pour autant commenter. C'est ça le résultat. Maintenant, la discussion, ce résultat que vous venez de faire parler, ce tableau que vous venez de faire parler, doit maintenant être expliqué pour que le commun des mortels, qui n'est pas scientifique de votre domaine, puisse comprendre de quoi vous parlez. Je ne sais pas si vous voyez, et c'est cela qu'on appelle discussion. Et dans cette discussion, vous devez mettre vos résultats en parallèle avec vos prédécesseurs ou bien avec vos collègues qui sont en train de travailler peut-être dans le même sens. Est-ce que vous êtes en train de dire la même chose? Vous faites des comparaisons donc. Est-ce que vous êtes en opposition? Pourquoi donc c'est comme ça? Vous justifiez ça. Ne dites pas forcément parce que vous êtes en opposition avec les résultats d'un groupe de recherche quelconque que vous êtes en erreur. Non, c'est possible qu'ils soient en erreur et c'est possible que ce soit peut-être les conditions environnementales qui font que vous n'obtenez pas les mêmes résultats. Donc, vous devez pouvoir expliquer tout ça. C'est ça la discussion. C'est cela la discussion. Cela me rappelle un article que nous avons soumis en 2019. Je parle en antigriffe rapidement pour que vous compreniez. Et puis un reviewer attaque en même temps pour amener et pour nous contraindre à dire ce que lui veut dire. Tout de suite, mon superviseur de postdoc dit, non, il faut juste accepter ce qu'il dit. Je lui ai dit, non, ça ne se passera pas ici. En même temps, j'ai sorti toutes les preuves en calibre. Quand je l'ai bombardé, je l'ai retenu, il s'est aligné tout de suite. C'est pour vous dire quoi? Vous pouvez avoir raison. Ne vous laissez pas manipuler. La recherche, c'est une science universelle. Ce n'est pas l'apanage d'un seul individu. Donc, tenez bon. C'est de ça qu'il s'agit. Faites parler vos résultats et puis les commenter. C'est ça la discussion. Vous commentez, vous comparez avec les autres. C'est ça la discussion. Parce que vous n'êtes pas la seule personne en train de travailler dans le domaine. Il faut que vos résultats soient confrontés aux autres résultats. Et n'ayez crainte que vous obtenez peut-être des résultats contraires avec d'autres. L'essentiel, c'est de pouvoir justifier pourquoi vos résultats sont comme ça. Tirez donc maintenant les conclusions. Une fois que cela est fait, vous tirez des conclusions. Des conclusions issues, bien sûr, de vos découvertes. C'est important de tirer des conclusions. Alors, dans la conclusion, avant de passer au niveau de la phase propriété, la conclusion, c'est quoi? D'abord, dire ce que vous avez fait, ce que vous avez observé, ce que vous avez découvert, son importance maintenant dans la société, c'est très important cet aspect-là. Son importance peut-être au niveau industriel en fonction de la nature du sujet que vous êtes en train de traiter. Vous dites cela. En quoi ça apporte un plus pour notre société moderne? Si votre sujet n'apporte pas un plus, c'est que vous vous êtes amusé. Alors, voilà que vous venez de rédiger votre thèse, vous avez soutenu votre thèse, et brillamment, on vous a applaudi et on vous a décerné le titre de docteur Lawson, docteur Kiki, docteur Ifon, docteur Dossa. On vous a attribué ce titre. Ou bien ingénieur Kiki, ingénieur ceci en fonction du niveau d'études que vous êtes en train de conduire. Ne pensez pas que c'est fini. La thèse est terminée, alors vous êtes détenteur d'une thèse. Beaucoup commettent cette erreur-là, et surtout en Afrique ici. Ils ne sont pas informés. C'est dangereux. Vous n'êtes pas le propriétaire de cette thèse, ni de cette mémoire. L'institution qui vous a attribué le diplôme détient le droit permanent sur le document. Vous ne pouvez donc pas utiliser ce document dans les conditions légales sans prendre l'autorisation de l'institution. Vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Alors, l'institution qui décerne votre certificat, c'est lui qui détient l'embargo sur cette thèse que vous venez de soutenir. Parce que ça porte son nom, ça porte son emblème. Si c'est mal fait, c'est elle qu'on va attaquer en premier. S'il y a un titre de prix Nobel quelconque qu'on veut attribuer à ça, tout de suite,
vous allez voir, l'institution va vous concerner, contacter, vous avez fait un tel travail, ça a reçu un mérite international, alors nous vous invitons pour venir prendre le prix Nobel des sciences. Mais vous ne pouvez pas vous lever simplement comme ça pour dire, bon, c'est vous le propriétaire parce que vous avez fini avec l'institution. Si l'institution veut, elle bloque ça et vous n'allez pas recevoir le titre. C'est pour vous dire quoi? Vous n'êtes pas le propriétaire, ça dit unique du document. Et d'ailleurs, lorsque vous voulez utiliser quoi que ce soit dans le document, vous devez d'abord adresser une autorisation à votre institution. Je suppose, vous avez réalisé des brevets durant votre étude de recherche et que ce brevet-là, d'abord, pendant que vous étiez là, porte, c'est sous l'institution. Vous ne pouvez même pas vous lever, aller n'importe où sur la planète Terre pour dire, bon, je suis auteur d'un brevet, je vais utiliser le brevet là. Tout de suite, vous allez aller en prison. Parce que le brevet appartient à l'institution. Vous êtes co-auteur, oui, vous avez ce qu'on appelle le authorship right. Vous avez ça, mais vous ne détenez pas le brevet. C'est l'institution qui détient ça. Il faut que ça soit clair. Ne commettez pas cette erreur-là. C'est en sorte que la plupart du temps, certaines personnes, ils m'ont dit ça quand j'étais en Chine, que lorsque tu ne publies pas tous tes résultats et que tu quittes, ils prennent tes documents et puis ils publient ça. Et tu ne peux rien dire parce qu'ils détiennent, c'est-à-dire le droit sur ton document. C'est un ami qui me disait ça. Il dit, c'est pour ça, lui, il a tout fait pour publier tout ce qu'il lui a comme donné dans le document avant de quitter la Chine. Il dit, parce que quand lui va quitter, eux, ils vont publier ça. Et puis, ils peuvent ne même pas mettre ton nom. Tu vois juste à quel point ils ont le pouvoir sur ton document. Toujours un souci avec sa connexion. Donc, espérons qu'il nous revienne encore rapidement. Jusqu'à l'heure, là, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent déjà en tête? Vous pouvez poser les questions que les personnes nous viennent. S'il y a des parties qui ne sont pas claires, que on peut expliquer. Qui vous lit. Il s'est informé, le lecteur, qui peut être de votre domaine ou pas. Maintenant, ce lecteur-là aussi, la plupart du temps, sont des scientifiques. Un article scientifique. Il peut être aussi un professionnel du domaine, tel que les industriels, mais qui comprennent très bien votre domaine de recherche. Ils ne sont pas que académiques, c'est ce que je veux dire. Maintenant, pourquoi les articles scientifiques? Pourquoi tant d'articles scientifiques? C'est au point que lorsque vous ne publiez pas l'article en Chine, vous risquez de ne pas soutenir. L'article, c'est d'abord un baromètre, si je peux le dire en ce terme. C'est un baromètre qui évalue d'abord, la qualité de ce que vous voulez faire. Parce que pour publier un article sérieux, il y a des hommes externes qui doivent apprécier la qualité de cet article-là et pas donc ricocher la qualité du travail que vous êtes en train de faire au laboratoire. Donc, c'est un baromètre pour apprécier la qualité de ce que vous êtes en train de faire. C'est en sorte que lorsque vous réussissez à publier de bons articles, tout de suite, votre soutenant, d'abord, ça passe comme à la lettre, à la poste. Parce que votre mémoire ou bien votre thèse n'est rien d'autre que le résumé de tous les travaux que vous avez déjà publiés. Donc, si ça a été déjà commenté par les experts externes, obligé, ça doit passer. Maintenant, vous imaginez, vous faites un mémoire, une thèse, et il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que ça a reçu l'aval externe, c'est-à-dire des experts externes pour juger est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Vous-même, est-ce que vous appréciez la qualité d'un tel travail? J'ai participé à une soutenance de thèse ici en État d'un ministre dont je protège le nom. Et malheureusement, une thèse qui finit une thèse sans un article scientifique et on valide ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les articles sont d'une importance capitale. En ce sens, c'est d'abord un baromètre pour apprécier la qualité de votre travail. Deux, les articles permettent d'installer un climat de compétition positive.
pas négative, une compétition. En ce sens que tout chercheur veut maintenant produire quelque chose de qualité. Et donc, il faut aller publier dans des grands journaux donnés, les grands articles. Lorsque vous publiez des grands articles, vous avez de la réputation. Vous avez de la réputation. Ce n'est pas une histoire de j'ai publié ici, c'est indexé là. D'abord, à l'international, les gens ne considèrent pas c'est quoi indexé. On vous demande SCI, vous dites indexé. Donc, la qualité des publications que vous réalisez détermine votre calibre et détermine la qualité de vos réalisations scientifiques. Donc, les articles constituent un baromètre, comme je l'ai dit. C'est aussi un prestige, si vous ne le savez pas, quand vous publiez des articles de qualité, vous vous ouvrez des opportunités. Parce que tout de suite là, lorsque vous allez finir, vous allez quand même pas chercher à aller chercher des opportunités de travail. C'est par là qu'on va vous juger aujourd'hui. Si tu es au niveau académique, est-ce qu'il est bon en recherche scientifique? Comment on saura que vous êtes bon en recherche scientifique? C'est d'abord au travers de vos articles. Combien d'articles vous êtes premier auteur? On dit premier auteur veut dire que c'est vous qui avez fait le travail de laboratoire. Combien vous avez eu à faire? Premier auteur, on voit. Quelles sont la qualité de ce type d'article? En fonction de ça, le recruteur va juger s'il vous accepte ou pas. En fonction de ça, un autre groupe de recherche va décider est-ce que je peux faire partenariat de recherche avec cet individu-là ou bien cette personne-là. Lorsqu'on découvre que vous êtes bon dans votre domaine, c'est toute une opportunité qui vous ouvre les bras. Ce sont des opportunités. Lorsque vous candidatez, on vous appelle parce qu'on a vu que vous détenez le talent qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui a permis aux gens de détenir ça? Est-ce que c'est votre beau visage qui est sur le CV? Non, ce sont vos réalisations scientifiques, c'est-à-dire vos articles. Cela n'est pas également sans risque. Parce que lorsque les groupes de recherche exposent ce qu'ils publient sur Internet, ça peut permettre aussi à l'autre équipe de recherche d'améliorer, bien sûr, son champ de recherche et donc le risque limité, surtout pour les jeunes chercheurs, de ne pas savoir où mettre la tête est là. S'il y a les défensions, il y a pratiquement tout pris. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont des risques, ça. Les risques qui rendent un peu limité le potentiel ou bien le champ d'intervention, surtout des nouveaux venus. Mais il est important qu'il y ait des publications scientifiques si nous voulons vraiment faire de la recherche de qualité. Il faut distinguer les scientifiques parmi les scientifiques. C'est toujours dans ce sens-là que les gens reçoivent des prix Nobel aujourd'hui. Ce sont les travaux scientifiques de qualité qui les ont conduits là. Ce n'est pas parce qu'ils sont beaux ou bien parce qu'ils sont amis d'un président quelconque. Non, c'est parce qu'ils ont travaillé. Donc, ça établit ce climat de compétition positive et nous permet d'avancer. Et l'aspect le plus important, c'est que les articles scientifiques facilitent la communication entre les chercheurs. Si vous publiez, je saurai ce que vous êtes en train de faire. Je m'informe, je me mets à jour si je travaille dans le domaine là. Et ça permet également de ne pas répéter les mêmes choses. Vous imaginez, vous travaillez dans un domaine donné, je travaille dans un domaine donné, et puis je refuse de mettre sur Internet ce que je fais. Donc, l'autre n'est pas informé. Si l'autre trouve les données et il publie, moi, je perds. C'est là le risque que beaucoup de personnes courent ici, généralement en Afrique et particulièrement au Bénin. Les gens ont des données de leurs documents et disent non, j'attends d'être recruté. Quand ils vont vouloir aller au CAMES, je vais publier. Je dis, mais attendez, vous pensez que vous êtes les seuls chercheurs? Si quelqu'un publie l'innovation de vos données, ça devient nul. Vous ne pouvez plus publier ça, à moins que vous allez dans des journées dites indexées, comme vous parlez toujours. Vous voyez ça? Donc, lorsque vous publiez, vous informez les autres et vous vous mettez à jour de ce qu'eux-mêmes, ils ont publié. Et cela permet d'aller à l'innovation. Lorsque tu es mis à jour, tu ne répètes plus les mêmes choses que les autres ont déjà fait. Voilà l'importance des publications scientifiques. Alors, comment donc il faut valoriser un article scientifique? Un article scientifique, comment un travail de recherche? La valorisation, il y a deux types de valorisation. Il y a des valorisations qui ont trait à du commerce, à de la valeur ajoutée. Au plan financier, il y a aussi de la valorisation qui n'implique pas forcément l'argent au premier rang. Lorsque vous réalisez un travail de recherche, par exemple, à ce que les Anglais appellent le survey, c'est une surveillance de la nation par rapport, par exemple, à un état de pollution donné, ça là, ça va servir aux décideurs, aux politiciens, à prendre les décisions adéquates pour protéger la nation. Ça là, ce n'est pas forcément l'argent, mais vous rendez un service social.
C'est l'important, c'est le but des publications scientifiques, ça. En premier lieu, ça met tout le monde en awareness, c'est-à-dire ça avertit tout le monde de certaines réalités qui existent. Et en fonction de ça, les gens qui sont chargés de faire les policy makers, c'est-à-dire les décideurs, les politiciens, ils pourront maintenant prendre des décisions. Les normes, on dit normes français, American Standard, tout ça là, c'est ça qui leur permet d'établir ça. C'est la recherche scientifique. Les résultats obtenus qui nous permettent d'établir ça. De l'autre côté, c'est que vos résultats peuvent avoir vraiment une nature très innovatrice que vous voulez valoriser ça en termes commerciaux. Là, vous devez passer par son brevetage. Là, ça vise maintenant le commerce. Lorsque vous brevetez ça, maintenant, vous pouvez exploiter ces résultats-là. Et c'est là l'aspect des entreprises, les industriels interviennent. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est comme ça qu'on valorise les articles scientifiques. Alors, je parlerai un peu donc des publications scientifiques, comment il faut les rédiger, puisque ça fait partie de la valorisation de vos données scientifiques. Un article scientifique a une structure qu'il faut respecter. La structure est généralement la même chose, mais il faut respecter ça. En premier, c'est le titre. Je ne sais pas si vous avez vu dans les slides précédents une capture d'écran d'un des articles que j'ai mis là. Le titre, après le titre, il y a les auteurs que vous allez mettre et puis leur affiliation. Les mots-clés qui décrivent votre travail de recherche seront là, qu'on appelle keyword en anglais. Et puis, le résumé que vous appelez abstract en anglais, qui décrit ce que vous avez fait. L'abstract, généralement, c'est en deux parties. Certains disent 3, 4, c'est deux parties principales. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? C'est ça l'abstract. Maintenant, après l'abstract, il a une introduction. L'introduction est constituée en 4 parties essentielles, dont vous partez de la problématique, vous énoncez le sujet, vous posez les questions de recherche, et puis vous dites comment est-ce que vous pensez conduire, c'est-à-dire tacler le problème que comment dirais-je, vous avez énoncé, comment est-ce que vous voulez tacler ça, de manière brève, car il y a une partie méthodologie et matériel qui va mieux décrire ça, de manière brève. C'est ça l'introduction. Après l'introduction, vous passez donc à ce qu'on appelle matériel et méthodologie. À ce niveau, tout ce que vous allez utiliser comme matériel et méthode pour atteindre vos objectifs, c'est là que vous allez décrire ça. Ça a un peu l'air de ce que votre protocole de recherche ressemble. Ensuite, les résultats et puis les discussions dont on a déjà expliqué les biens fondés précédemment. Après les résultats et discussions, il y a une partie annexe qui est constituée de la référence bibliographique, les reconnaissances et remerciements que les Anglais appellent généralement acknowledgement, et puis les conclusions. Et puis la conclusion. Voilà un peu ce à quoi ça ressemble. D'abord, la conclusion vient même avant l'étape de l'annexe. Vous m'excusez pour l'organisation qui est là. Concernant les brevets, excusez-moi, j'aimerais vous dire comment d'abord faire la recherche de journal. Parce que voilà, vous pouvez avoir de bonnes données et lorsque vous n'êtes pas informé, vous allez aller soumettre ça dans un journal inutile. Vous perdez votre travail du moins. Alors, il y a des journaux acceptés, reconnus par l'international où vos articles devront aller. Ce sont généralement des articles qu'on appelle des articles SCI. Les articles à haut impact, à impact factor ou bien haut impact factor. Et il y a des revues qui contiennent l'amalgame de ces journaux-là. Lorsque vous allez sur www.sciencesdirect.com, vous allez voir beaucoup d'articles et les journaux-là, ils sont publiés. Ou soit Elsevier, Scientific Report, Nature, tout ça là, ce sont des revues où on publie des articles de haute qualité. Maintenant, avant de publier un article scientifique, vous devez d'abord identifier le journal où vous voulez publier ça en fonction de la nature de votre travail de recherche. Vous familiarisez avec le guide d'auteur que les Anglais appellent des author guidelines, qui est souvent sur le site internet du journal où vous voulez soumettre votre document. Vous lisez et vous découvrez les conditions
les critères ou bien comment vous allez présenter l'article avant de l'envoyer. Parce que l'article doit être habillé d'une manière spécifique et cette manière-là varie d'un journal à autre. Donc, vous devez vous informer au travers le Author Guideline pour pouvoir présenter un bon document en termes d'articles scientifiques. Alors, concernant les brevets maintenant, vous avez fait un travail impeccable, vous avez vu qu'il y a trop d'innovation, vous détectez d'abord l'innovation que votre travail présente et vous appréciez sa portée. Lorsque vous découvrez la portée qui existe dans ce travail, alors vous décidez de ne plus en faire simplement un article public comme ça, mais vous voulez breveter ça. Une fois que cela est fait, alors vous passez à la protection. Pour protéger ça, si vous voulez un brevet américain, français ou bien chinois, alors vous vous familiarisez avec le guide, le guideline, comment il faut présenter ça, et vous envoyez votre travail pour demander ce qu'on appelle intellectual property, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. Et on vous accorde ça. Une fois que c'est accordé, alors maintenant vous pouvez rendre public ce brevet-là de manière brève, parce que c'est comme ça se fait pour que les gens savent que ce travail a été breveté. Donc vous détenez l'embargo sur ça et personne d'autre ne doit exploiter ça pour faire quoi que ce soit. C'est vous seul, jusqu'à une durée qu'on vous donne. Si c'est 20 ans, 10 ans, on vous donne pour détenir ce droit-là. Alors, vous allez valoriser votre travail durant ce temps et vous allez vous enrichir à travers, bien évidemment, la phase de l'exploitation de votre brevet. Donc, voilà, chers amis, de manière brève, le contenu de ce que c'est qu'une thèse mémoire, de tout ce qui peut s'y trouver et de comment on valorise un travail scientifique en article et ou bien en des brevets ou bien en d'autres choses. Je vous remercie. Vos questions sont les bienvenues. Merci. Merci, docteur, pour cette communication high level. Vraiment, vous nous avez bénis avec tant d'informations, comment rédiger un mémoire et comment s'y prendre aussi pour que les articles de renom sortent de ces mémoires. Merci beaucoup, docteur. On ne sait pas si vous avez des questions ou préoccupations, n'hésitez pas. Le chat box est là, vous pouvez mettre vos questions. Le docteur est toujours là pour répondre aux préoccupations. Merci. C'est la session questions-réponses. Mettez-vous à l'aise. Feel free. Si tu as une préoccupation, tu peux même ouvrir ton micro et parler, ou bien tu l'écris simplement dans le bot chat. On pourra lire et adresser ta préoccupation. D'accord? Juste là, personne n'intervient ou ne tape. On est toujours, la séance est toujours ouverte. S'il y a des questions, ça peut venir à tout moment. Oui, monsieur Dossa. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et j'ai une petite question. C'est par rapport à quand tu soumets ton article et que ça revient avec les commentaires. Comment est-ce que un nouveau qui est en face de ça doit s'y prendre? Je pense que ça, vous n'avez pas eu le temps d'élaborer par rapport à ça. Veuillez bien vouloir donner un peu de votre expérience par rapport à comment est-ce qu'il faut gérer les commentaires, les suggestions des experts au cours du processus de peer review. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je vais répondre à ça rapidement avant qu'une autre intervention ne vienne. En attendant, les autres certainement seront en train de voir les questions qu'ils ont à nous poser. Alors, je crois que nous sommes déjà dans la phase pratique de l'article comme ça, docteur Dossa. Merci beaucoup. Lorsque vous soumettez un article scientifique, ne pensez pas que parce que vous avez soumis ça,
alors ça reviendra comme ça en mode commando. C'est-à-dire, on va vous dire, automatiquement, c'est accepté. Généralement, on n'accepte pas un article scientifique à un coup comme ça. Quelle que soit sa qualité, ils vont vous revenir toujours pour vous poser des questions dans le but de vous amener toujours à vous vider. C'est-à-dire, vous vider par rapport à ce que vous leur soumettez. On va toujours chercher à puiser. Certainement, là, quelque chose encore qui peut amener pour améliorer la qualité du travail. Donc, les commentateurs externes, qu'on appelle reviewers, certainement viendront vous poser des questions. Certains même peuvent décider contre-attaquer vos déclarations dans votre article. Et c'est cela qui suscite des commentaires. Et lorsque c'est envoyé, minimum, c'est envoyé à 3 commentateurs externes, qu'on appelle reviewers, et chacun d'eux doit lire le document, prendre connaissance de ça, comprendre ça, et puis, en fonction de ces connaissances par rapport à ces sujets, ou non, parce que ce n'est pas forcément les professionnels de ton domaine qui vont faire le review de ton travail, mais généralement, on cherche des gens spécialistes dans ton domaine pour le faire. Alors, lorsqu'ils te reviennent, ils vont te revenir avec des questions dans le but de mieux comprendre le travail, dans le but de te faire découvrir peut-être un aspect que tu as ignoré, ou dans le but de chercher à vider, à te vider, c'est-à-dire te vider totalement par rapport au sujet avant qu'ils ne décident. Alors, c'est dans ce sens, lorsqu'on te répond en premier lieu, vous allez voir, ça viendra avec une liste de questionnaires venant de chaque reviewer. Et ces questionnaires-là viennent de ce qu'ils ont lu dans ton document et de leur propre expérience. Lorsqu'on vous envoie un tel response from reviewers, comme on l'appelle ça, l'éditeur aussi peut avoir ses préoccupations. Après les reviewers, l'éditeur en question, qui a la décision finale, peut aussi avoir ses préoccupations. Généralement, il envoie à 2 personnes et il est la 3e personne. C'est comme ça généralement. Et donc, ces questions-là, on vous envoie ça. C'est de ça le docteur Dossa parle là. Mais lorsque vous recevez ça, comment est-ce que vous devez vous comporter pour répondre à ces questions-là? Parce que lorsque vous ne savez pas répondre au reviewer ou bien à l'éditeur, vous avez beau avoir un bon document, mais si vous l'énervez, il va rejeter votre travail tout de suite. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que votre réponse est impolie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, vous devez le respecter. Lorsque vous prenez donc les questionnaires, vous les prenez d'abord reviewer par reviewer. Vous prenez le premier, vous lisez ces questions, le nombre de questions qu'il a, et vous prenez question par question. C'est question par question. Il pose cette question, vous mettez la question qu'il a posée là d'abord sur votre feuille, et en bas, vous mettez response to the comment. Si c'est un commentaire, il a fait, que le commentaire soit bon ou mauvais. Si c'est bon, vous le remerciez. Merci pour votre commentaire positif sur notre travail. Si c'est un commentaire négatif qui nécessite votre intervention en termes de clarification, parce qu'il peut faire un commentaire parce qu'il ne vous a pas bien compris, alors vous répondez aussi merci pour votre commentaire sur notre travail et maintenant vous apportez vos éléments de clarification qui pourraient élucider son entendement par rapport à votre travail. Maintenant, si c'est une question cache avec point d'interrogation que vous devez répondre, vous mettez la question et puis en bas, vous mettez encore réponse to the reviewer. Et puis, vous répondez à sa question telle qu'il a posée. Maintenant, en répondant à sa question, généralement, vous découvrez qu'on vous amène à sortir d'autres éléments de vous pour améliorer la qualité de votre article. Ça veut dire quoi? Il y aura modification dans votre document principal. Ces modifications-là, vous les marquez aussi en couleur ou bien vous les traquez pour montrer que vous avez changé quelque chose dans votre document. Et puisque généralement c'est numéroté, c'est-à-dire les lignes sont numérotées pour ceux qui sont habitués à la rédaction d'articles scientifiques, vous ouvrez des parenthèses. Après avoir justifié le questionnaire, mais répondu au questionnaire, vous ouvrez une parenthèse. La partie où vous avez modifié là, qui concerne cette question-là, vous mettez page temps, ligne temps. Ils vont voir la modification que vous avez apportée par rapport à ça. Ainsi de suite, vous répondez au premier reviewer.
À chaque question, vous donnez réponse. Et si cela suscite une modification dans votre test principal, vous mettez la page et le numéro de la ligne ou bien des lignes que vous avez modifiées afin que le reviewer, en vous lisant, ne se perd pas. Quand il lit, il va sur le document, il voit effectivement, vous avez apporté une amélioration, une modification, et qu'il soit à l'aise à vous suivre. Lorsque cela n'est pas comme ça l'embrouille et puis il risque de se fâcher pour dire vous êtes brouillon et puis je rejette votre document. La même chose vous faites au second reviewer. Exactement, c'est-à-dire question par question, commentaire par commentaire, vous répondez à la question. Ne groupez pas les questions pour répondre. Vous risquez de voir votre article rejeté malgré sa qualité. C'est question par question, commentaire par commentaire, vous répondez ça. Et maintenant, vous arrivez sur l'éditeur lui-même en question, qui est la troisième personne, vous répondez aussi à sa question s'il en a. C'est-à-dire, toutes les questions qu'on vous envoie, vous prenez votre temps calme et puis vous répondez à ça. Parce qu'il a toujours des non-dits dans un article scientifique. Vous ne pouvez pas tout dire. Même si vous faites ce qu'on appelle supporting information, vous ne pouvez pas tout mettre dedans. C'est ce qui est important, vous mettez. Et puis le reste là, ça vous permet de répondre à ces questions qui vont venir. Lorsque c'est bien fait, vous allez avoir, certains journaux vont vous demander la version finale, non traquée ou bien non colorée. D'autres vous demanderont la version finale et puis la version traquée, c'est-à-dire la version finale qui porte, où vous avez déjà accepté toutes les modifications que vous avez à faire. Ça, c'est un document, ça. Maintenant, il a une version maintenant qui montre, soit en coloré ou en surligné ou bien en traque, les modifications qui ont été faites. Est-ce que vous voyez ça? Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on amène les commentaires comme ça, vous les répondez, ça génère la modification de votre document principal. Et donc, vous devez marquer, on a changé ici, soit par les couleurs, afin de marquer la différence avec les noirs où vous n'avez pas modifié. Ceci facilite à votre interlocuteur, qui est votre reviewer, de vous suivre. Autrement, il risque de se fâcher et dire que cet auteur est brouillon. Donc, j'ai bien envie de rentrer dans mon email pour vous montrer un exemplaire de comment est-ce que j'ai répondu à pas mal de reviewers dans ce sens-là. Et pendant que les autres s'apprêtent à poser leurs questions, je vais entrer dans mon email et je vais sortir un document dans ce sens pour vous montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. En attendant que vous rentrez dans votre email, vous nous montrez un peu comment cela se fait aussi. Je voudrais bien que vous attirez l'attention de nos frères et sœurs par rapport à le temps minimum au moins qu'il faut consacrer pour un article scientifique. Parce que, à mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui peut-être pensent que l'article scientifique prend seulement juste quelque chose de 1 mois ou bien 2 mois pour être publié et ils ne planifient pas à temps et ça fait qu'ils sont obligés de prolonger leur durée d'études parce qu'ils n'ont pas eu l'article qu'il faut pour pouvoir soutenir. Donc, quand vous allez finir avec le partage, vous allez bien élaborer un peu par rapport à quel temps minimum vous suggérez que les frères et sœurs puissent mettre à part pour pouvoir être sur un bon planning par rapport à leur progrès au niveau de leurs études. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est capital. Publier un article scientifique. Publier un article scientifique n'est pas chose aussi aisée et ce n'est pas aussi chose aussi compliquée. Cela va dépendre de la maîtrise de votre sujet et surtout de votre capacité rédactionnelle en matière d'articles scientifiques. Mais comme pour la plupart du temps, nous n'avons pas l'expérience dans la chose, nous sommes nouveaux dedans, il faut clairement nous dire que c'est un travail qui nécessite assez de temps. Et je vous dis assez de temps. C'est lorsque peut-être on a pris de l'expérience dedans
qu'on voit que c'est simple. Mais c'est assez de temps. D'abord, pour préparer un article scientifique, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs, ça peut vous prendre facilement 2 à 6 mois, selon votre dynamisme. Lorsque vous êtes novice dedans. Parce que rédiger, c'est un art. Lorsque vous ne maîtrisez pas comment rédiger, c'est l'enfer, ça ressemble. Parce que rédiger un article, ce n'est pas simplement aller prendre et voir ce que les autres ont fait, comment ils ont rédigé, et commencer par copier les phrases. Vous allez vous confronter à un problème de plagiat. Et surtout que tout est plus strict aujourd'hui, vous allez vous confronter à ce problème-là. Et ce que je vais vous dire... Docteur? Allô, docteur? Oui, Allô, oui, docteur? oui. Docteur, oui, oui, nous vous recevons. Oui, allez, merci pour ces points capitaux. Il y a plusieurs questions. Allez un peu plus vite, s'il vous plaît, parce que le temps nous presse un peu. Merci bien. D'accord. Ah, ok, je vois. Merci beaucoup. Donc, chers amis, ça peut vous prendre facilement 2 à 6 mois pour rédiger un bon article en tant que novice. Maintenant, après la rédaction, je suppose que votre superviseur a validé la qualité de ce que vous avez rédigé. Lorsque vous soumettez ça, ne pensez pas que c'est de jour au lendemain, ils vont vous répondre. Ça peut prendre, là encore, de 2 à 6 mois, voire 1 an. Ça dépend du journal. Mais généralement, avec mon expérience, dans l'intervalle de 2 mois déjà, moi, je reçois toujours mes réponses. Et puis, au plus 3 mois, je n'ai jamais soumis l'article. Et ça va faire plus de 3 mois avant d'être décidé, accepté ou rejeté. Mais j'en connais aussi qui ont fait jusqu'à 8 mois avant de recevoir leur réponse que l'article est accepté. Donc, il faut le dire, comme le dit le docteur, avant, pour que vous ne soyez pas surpris. Parce que c'est à la fin, à la preuve des soutenants, ils ne connaissent pas se précipiter, ils vont soumettre l'article et ils attendent du jour au lendemain que ça soit accepté. Apprêtez-vous très tôt. C'est très important. Ça dépend du journal et ça dépend aussi du domaine dans lequel vous êtes en train de faire la recherche. Donc, voilà un peu de manière brève, sans trop prendre du temps, ce que je vais vous dire dans ce sens-là. D'accord. Merci, docteur. Merci pour les points que vous avez abordés. Il y a une autre question rapidement. Alors, la personne voudrait savoir, la question, je la lis intégralement. J'aimerais savoir s'il y a une astuce idéale pour illustrer un mécanisme biologique sous forme de schéma graphique. Je crois bien qu'il est en train de tracer Un mécanisme? graphique abstract. Un mécanisme biologique sous forme de schéma graphique. Peut-être graphical Il parle abstract. de graphical abstract. Je vois, je vois. OK, merci beaucoup, cher frère ou sœur qui a posé la question. Ce que je vais vous dire, il n'y a pas d'astuce spécifique. Tout dépend du contenu de votre image. Ça, c'est là maintenant de votre imagination qui maintenant transcrit ça en image. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas une astuce spécifique. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est d'abord, vous êtes quelqu'un qui est familier un peu au dessin sur ordinateur. 2, c'est votre capacité maintenant à transcrire en image votre découverte qui est mise en jeu. Et il n'y a pas 2 personnes qui puissent mieux faire ça que vous, à moins que vous ayez l'amabilité d'expliquer votre découverte à une autre personne qui est peut-être plus bonne dans les dessins et il va essayer de vous transcrire ça. Vous voulez faire parler avec en image une donnée. C'est tout ce que ça veut dire graphical abstract, de manière résumée. Vous voyez, le graphical abstract, quand on voit ça, tout de suite, on a une idée de votre abstract. Et on a une idée de ce que vous voulez parler dans le document. Un exemple, vous ne pouvez pas dire, par exemple, vous avez une cellule et vous connaissez un mécanisme d'une cellule
pour l'attaque des cancers et détruire le cancer. Et curieusement, on vous voit en train de faire une graphique abstract qui a l'image de, comment dirais-je, d'un micropolluant qu'on est en train d'enlever dans le sol. D'accord. C'est Merci, contraire. docteur. C'est Oui. Donc, ça va dépendre de c'est votre votre découverte créativité. là. C'est ça que vous allez mettre en image. Je vous remercie. D'accord. Merci, Votre docteur. créativité, c'est ça. Oui. Il y a rapidement une question ici. The person is asking, should we always agree with the reviewers? Très rapidement, docteur. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais déjà dit, si vous me suivez, beaucoup de personnes ont tendance à tout de suite agree with reviewer. Just excusez-moi, je ne veux pas entrer en anglais, je vais parler en français. Donc, juste pour ne pas amener le reviewer à rejeter leur document. Lorsque vous êtes sûr que ce que vous défendez là, vous avez les preuves que c'est juste, vous pouvez aller contre un reviewer. Je vous ai dit que je l'ai fait. Le reviewer s'est plié. Il suffit d'avoir les preuves de ce que vous dites. Vous n'êtes pas obligé d'agréer avec un reviewer. Un reviewer peut ne pas avoir une bonne perception de ce que vous dites. N'oubliez pas qu'il n'est qu'un reviewer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, avant d'agréer avec un reviewer, c'est lorsqu'il dit quelque chose et qui vous amène à réaliser peut-être une erreur que vous avez commise, là, vous consentez avec lui et vous prenez en compte son commentaire pour corriger ce que vous devez corriger. Mais dans le cas contraire, vous devez insister en apportant plus de preuves afin qu'il puisse apprécier ce que vous dites. Quand il va voir les preuves, je suis sûr que à la décision prochaine, il va se soumettre et votre article serait accepté. D'accord. Merci, docteur. Donc, une dernière question ici. Il dit, bonjour, docteur. Pour quelqu'un qui n'a jamais publié un article scientifique, par exemple, et qui ne maîtrise pas aussi l'anglais, oui, comment, dans un premier temps, il faut procéder pour la revue documentaire, les points essentiels qu'il faut noter au cours de la lecture, selon ses objectifs, pour éviter le plagiat? De manière succincte, cette personne... Merci beaucoup. OK, merci. D'abord, lorsque vous n'avez jamais rédigé un article scientifique et que vous n'êtes pas familier à ça, la première étape, c'est d'abord apprendre à se familiariser à comment un article scientifique se présente. Et ceci, c'est au travers des lectures, des publications scientifiques que vous allez découvrir ça. Il faut d'abord comprendre comment ça se présente. C'est la première étape B à bas, ça. Lorsque vous avez compris cela, Allô, docteur, vérifiez votre micro. Un peu bizarre. Je l'ai dit très souvent ceci. Quand moi, je vais rédiger un article scientifique, je prends simplement toutes mes données que j'ai, je mets sur ma page Word. C'est-à-dire, s'il y a un tableau, je copie mon tableau, je mets. S'il y a une figure, je copie mon scientifique. Je ferme tout. Moi, je ne regarde pas. Je commence maintenant par regarder ce tableau. Je le fais parler. En sorte qu'à chaque fois que je rédige quelque chose, si ça va dans ce qu'on appelle vérification de plagiat, ça sort de manière commando, puisque ce sont mes propres phrases. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est la meilleure manière pour moi de rédiger mes articles scientifiques et c'est ce que j'ai toujours fait depuis le commencement. Donc, si vous pouvez vous familiariser avec cette technique, ça va vous faciliter aussi la tâche. Et non seulement, ça vous forme dans la manière de faire parler les données, vous devenez très à l'aise dedans avec le temps, mais aussi, ça vous évite le risque de soumettre votre document pour plagiariser et après, vous allez commencer par redresser, c'est trop de travail. Donc, si vous vous familiarisez à ça, c'est un avantage. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je peux vous dire à l'heure là. Maintenant, lorsque vous ne comprenez pas anglais, vous rédigez un article scientifique, au moins vous comprenez le français. Alors, essayez donc d'écrire ça en français. Et lorsque vous finissez d'écrire ça en français, puisque vous n'êtes pas trop bon en anglais, cherchez quelqu'un qui est bon en anglais et qui a du domaine scientifique. Ne remettez pas ça au littéraire. Ils vont détruire le contenu de votre travail scientifique. Parce que la tradition littéraire est une chose, la tradition scientifique, c'est autre. Pas parce qu'ils ne sont pas bons en leur domaine d'anglais, mais ils ne sont pas habitués au langage scientifique. Donc, ils vont traduire quelque chose qui ne reflète pas ce que vous voulez dire scientifiquement. Donc, rédigez ça en français et voir un frère, une soeur qui est habitué aux choses scientifiques de votre domaine et qui comprend
les expressions de votre domaine et va vous aider à faire la traduction. Voilà. Merci, docteur. Merci pour ces points clarifiés. Voilà. Vous me suivez, non? Veuillez bien vouloir fermer vos micros si vous... Vous me suivez? Oui, docteur. Allô? OK. Oui, oui. Je vais profiter en même temps pour vous montrer un peu comment on répond aux reviewers là, rapidement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. 5 sur 5, on vous voit. Voilà. Donc, voilà ici, je suis au niveau de Journal of Hazardous, Journal of Environmental Management ou quelque chose comme ça. Non, est-ce que c'est journal? C'est quel journal même? Environmental Management, quelque chose. Je ne me souviens plus du journal. En tout cas, c'est un journal où on a publié, l'article a été accepté, c'est en ligne. Ils ont amené les questionnaires. Lorsque les questionnaires sont arrivés, nous devons donc répondre. La première des choses que nous avons faites, c'est ça. Je surligne ça ici. Vous avez vu? Là où j'ai surligné ici. Vous avez vu? Là où j'ai mis en jaune. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Hello? Oui, docteur, on vous suit très, très bien. Vous êtes en ligne? Oui, continuez seulement. Allez-y, docteur. Vous me suivez? 5 sur 5, docteur. Oui, on vous suit, continuez seulement. Est-ce que vous êtes connecté, s'il vous plaît? Yeah, on vous suit. France. Carmen n'a pas le retour. Oui, docteur, on vous suit. Oui, docteur. Oui, docteur. Allez-y, docteur. D'accord. Donc, la première des choses, d'abord, c'est d'apprécier. Vous voyez, nous avons dit, we thank the editor and the reviewers for their valuable remark, suggestion and comment. Below are our line by line, c'est-à-dire ligne par ligne, replies to the reviewers' comment. Et nous disons, line numbers refer to... Maintenant, nous avons apprécié d'abord le reviewer et l'éditeur pour leurs remarques, suggestions et commentaires par rapport à notre travail. Et nous avons dit, si dessous sont les réponses que nous apportons ligne par ligne aux commentaires qui sont donnés. Et nous disons que les lignes, comme je vous ai dit, généralement tout est noté. À gauche là, on fait une numérotation des lignes d'un article. Et on dit, les lignes que nous allons citer font référence au document principal. Et maintenant, nous commençons. Reviewer numéro 1. Vous allez voir, tout juste en bas, reviewer numéro 1. Il a donné un premier commentaire. Il dit, as these are more paper related. Maintenant, je dis our reply, notre réponse. We appreciate the reviewers' comment on our manuscript. Est-ce que vous voyez ça? J'espère que vous me suivez. Hein? Oui, docteur, on vous suit, mais ça craque un peu. Silencieux là, je ne sais pas si vous me suivez. On vous suit très bien, jusque la connexion craque un peu. Votre connexion. On vous suit, docteur. OK. La stabilité de la connexion là. D'accord, oui, évoluez rapidement, docteur. Donc, comme je le disais, maintenant, il y a des questions qui sont venues. Voilà quelques questions. However, the following this paper for acceptance. Donc,
dit qu'il y a des corrections qu'il faut amener avant que c'est aussi un commentaire. Et nous avons apprécié ça. Maintenant, concernant les questions, ci-dessous, il a quelques questions. Il dit, au niveau de la page 5, procedure given for effect of pH and contact time on washing efficiency is insufficient. Give detailed procedure in order to avoid confusion for readers. Donc, il a dit les informations que j'ai apportées là, pour éviter les confusions. Et vous allez voir ci-dessous, nous avons apporté des détails. En noir, vous avez vu, nous avons apporté des détails tels qu'il a demandé. Et puis, il continue, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez répondre aux questions, comme je vous le disais. Maintenant, si vos réponses nécessitent d'aller prendre des informations dans le document principal, vous prenez, vous mettez, vous avez, par exemple, ce tableau-là est dans le document principal. Je l'ai ramené ici pour justifier certaines choses que je suis en train d'essayer de lui expliquer. Donc, ligne par ligne, commentaire par commentaire, question par question, vous répondez au reviewer et puis à l'éditeur. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je ne veux pas trop prendre du temps sur ça, c'est juste vous montrer un peu de quoi il s'agit. Il y a plein de questions qu'on a répondues comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps et pour les informations importantes. Vous nous avez vraiment enrichi ce jour. Sans plus tarder, nous allons évoluer à la session prochaine. Le volet qui suit, c'est le volet partage d'expérience. Très rapidement, nous allons d'abord inviter Monsieur Joël. Monsieur Joël à prendre la parole et nous faire part de ses expériences. Très rapidement. Merci bien. Monsieur Joël, vous êtes Alors, là? oui, Vous êtes... bonsoir Oui. à tous. Bonsoir, cher frère Joël. Joël Keon. Actuellement, je suis doctorant à l'Académie chinoise, à l'Institut de recherche en sciences environnement. J'espère que vous me recevez très bien. Je suis 5. OK. Bon, je n'aurai pas grand-chose à dire. Actuellement, le docteur Fidèle a brossé tous les compartiments, les mêmes parties plus en détail. Et le docteur Dossa a également énuméré des points pertinents. Je vais juste essayer de faire ressortir l'essentiel de ce qu'ils ont dit et de ma propre expérience actuelle du travail que je suis en train de mener. Donc, essentiellement, je dirais d'abord pour les publications scientifiques, pour le document de thèse, c'est un condensé de tout le travail effectué, comme les prédécesseurs l'ont dit, qui prend en compte les articles publiés ou pas que vous défendez lors de l'examen final. Et c'est ça qui vous donne le ticket que l'on dise vous avez votre grade de docteur, que vous avez apporté une innovation dans le monde scientifique et dans le monde social, dépendant de ce que vous avez réalisé. Et donc, il faut vraiment s'y prendre temps. Dès que vous avez commencé votre travail de recherche, il faut prendre assez de notes, ne pas s'arrêter, constamment prendre des notes et des notes. Et il faut identifier également des documents clés. Des documents clés, soit, non pas soit, je dirais des documents clés comme des articles clés, articles de recherche ou articles de revue littéraire clés que vous mettez dans des dossiers spécifiques. Ensuite, il faut identifier des livres clés, des livres de fondation qui vous donnent des connaissances de base sur le domaine que vous traitez et qui vous ramènent qui vous aident à vous ramener à l'ordre pour ne pas dérailler de l'essentiel. Parce que lorsqu'on se te met à lire beaucoup d'articles, il peut arriver que tu aies non seulement plein d'idées, mais que des confusions s'installent. Parce que tout ce qui circule n'est pas vrai et n'est pas aussi faux. Il faut faire le discernement et la part des choses. Donc, il faut avoir un discernement pour identifier les articles scientifiques, les articles de recherche clés, les articles
de review clés, les livres clés qui te permettent d'avoir une fondation pour ta maison que tu bâtis. Parce que notre thèse que nous rédigeons, notre mémoire, le parcours que nous réalisons, c'est comme une maison que l'on bâtit. Donc, il y a la fondation, il faut avoir ces fondations-là, ces notions-là, que tu organises dans un dossier clé qui est sous ta main. Et dès que tu lis plein de trucs, et il arrive que tu commences par dérailler dans tes raisonnements et analyses, il faut gentiment repartir à ces documents qui te permettent de revenir à l'essentiel et de te focaliser, canaliser. C'est ça, les prémices. Ça va être difficile, mais ça va être amusant également lorsque tu t'appliques une rigueur dans cela et que tu arrives à le faire. Il y aura les réalités du terrain. Ce n'est pas uniquement passe son temps à réfléchir, à rédiger, lire article et article, comme la plupart l'expriment dans les interviews et autres. Il y a aussi la vie sociale qu'il faut équilibrer du mieux que possible. Sinon, à la fin, tu te sens totalement déconnecté du monde extérieur et ce n'est pas bien. Donc, il faut également avoir une vie sociale équilibrée avec le travail que l'on réalise, de sorte qu'on soit épanoui et satisfait de ce que l'on fait. Voilà, en gros, ce que je dirais du point de vue général concernant rédaction de la thèse et du mémoire ou de l'article. Maintenant, quand je prends le volet de la publication scientifique, comme les prédécesseurs l'ont dit, il faut identifier quel type d'article que tu veux rédiger. Est-ce que c'est euh, une revue littéraire ou un article de recherche ou une communication ou une discussion ou un chapitre d'un livre? Parce que chacun d'eux a une caractéristique donnée, un modèle de rédaction donné. Et il faut, comme le disait le docteur Dossa, il faut identifier les requirements de ton université pour ne pas aussi perdre du temps à dire je vais rédiger plein d'articles et se lancer dans plusieurs projets d'articles qui à la fin ne t'aident pas à faire ton requirement pour la graduation, pour la fin de tes études. Donc, il faut être focalisé dans ce sens-là aussi et discipliné. Donc, déjà, identifier quel type d'article on veut rédiger. Ensuite, quelle est l'originalité du sujet et de la méthodologie qu'on veut y exprimer dedans. Il faut également faire ressortir cela. Après, il faut, dans cet article-là, préciser si cela concerne des travaux de recherche, quel est le type de travaux réalisés? Est-ce que c'est un essai de laboratoire ou bien un essai pilote ou un essai en milieu réel? Un essai de laboratoire, ça veut dire que l'échantillon réalisé est à petite échelle, vraiment petit. C'est juste, on va dire entre guillemets, réaliser ça euh, dans sa chambre. Mais quand il s'agit d'un essai pilote, ça veut dire que ce n'est plus une question de chambre. On passe à deux, trois chambres à la fois. Ça, c'est déjà un essai pilote. Ça veut dire que l'échelle est plus grande. Les variations que l'on veut prendre en compte deviennent importantes. Et par la suite, il faut, si c'est un essai en milieu réel dont on veut parler dans l'article, ça veut dire que c'est carrément toute une agglomération qu'on est en train de parler. Ça, c'est l'essai en milieu réel, pour caricaturiser un peu de quoi il s'agit. Et quand on finit ces éléments, on a identifié ce qu'on veut dire, l'histoire qu'on veut raconter dans l'article, il faut maintenant passer, il faut cibler les journaux auxquels on veut soumettre notre article qu'on veut publier. Et lorsqu'on cible ces journaux, il faut généralement, on recommande de cibler trois maximum qui te permettent de voir un peu est-ce que ces journaux se rapprochent du sujet que tu veux traiter, que tu veux publier. Et sur cette base, tu vois leurs critères, comme le docteur l'a précisé, tu vois leurs critères, leurs modes de rédaction, de présentation de l'article et tout. Tu sélectionnes maintenant l'un parmi les trois. Tu formates ton travail de rédaction suivant cela. Tu n'oublies pas, lors de la rédaction, également de prendre en compte les articles que ce journal a eu à déjà
publier qui portent sur le domaine que tu es en train de vouloir traiter dans ton article. Parce qu'ils sont aussi très pointilleux sur ces détails-là. Cela donne aussi de la visibilité au journal, pas uniquement aux autres journaux concurrentiels. Tu prends en compte cela également. Et alors, tu t'assois, tu rédiges et tu soumets maintenant au journal en question. Quand tu finalises cela, tu attends la réponse maintenant du journal, comme l'a dit le docteur. Euh, la réponse est soit un rejet ou soit une révision ou, et dans le cas que c'est une révision, ça veut dire qu'il y a deux options à la fin. Tu as soit une révision, malgré que tu aies révisé, on rejette, ou malgré ou que quand tu révises, on accepte. Et la dernière, c'est l'acceptation. On accepte. Et puis c'est tout. Et donc, quand tu finis cette étape de publication, tu peux dire que oui, tu as un document en poche qui t'aide à faire ton requirement. Si bien sûr, tu as veillé à ce que tu aies tous les éléments par rapport au requirement. D'accord, Monsieur Joël. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces astuces importantes. Très rapidement, on va donner la parole au président Fames. Président, vous avez la parole pour placer quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais juste encore une fois remercier le docteur Sono et mettre l'accent un peu sur les keywords quand on veut soumettre un article. C'est très important, c'est d'une importance capitale dans la mesure où c'est sur ça euh, qu'on cherche d'abord les gens qui vont évaluer votre travail. Donc, si vous mettez des keywords qui sortent un peu du cadre de ce que vous avez fait, on va remettre votre travail à quelqu'un qui n'est pas vraiment du domaine que vous traitez. Et c'est un grand risque que vous allez prendre. Donc, il faut vraiment faire attention à cela quand on veut soumettre un article. D'accord. D'accord, président. Merci pour cette précision. Je crois, hein, on va donner la parole au doyen Doussa. Docteur Doussa, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui. D'accord. Donc, s'il vous plaît, placez quelques mots de 2 minutes avant qu'on ne puisse clôturer la séance. Merci. D'accord. Encore une fois, merci beaucoup pour cette initiative de la FAMES. Je pense que nous sommes en famille et que nous avons beaucoup euh, qui sont dans différents domaines et qui vont de bien vouloir euh, apprendre euh, des personnes ressources. J'ai peut-être 4 à 5 points à mettre. Je pense que le premier point, c'est par rapport à la thèse. On Euh, reçoit faiblement. ok. J'ai 4 à 5 points à mettre. Le premier point, c'est par rapport à la thèse. Je pense que il va falloir être dans une dynamique de discussion à temps réel avec son ou ses superviseurs. Et par rapport à ça, ce que moi, par exemple, je prodige aux gens comme conseil, c'est de vouloir déjà au départ, quand votre travail est déjà arrivé à un point où vous devez commencer par rédiger votre thèse, fait un sommaire, comme les Anglais l'appellent outline, de ce que vous voulez écrire dans votre thèse. Maintenant, envoyez ça au superviseur. Faites tout pour que vous soyez d'accord sur l'outline, sur le sommet ou bien la table des table of content. Et c'est par rapport à ça que vous allez écrire. Il y a beaucoup de personnes qui prennent du temps à développer une thèse et c'est quand ils envoient ça au superviseur, le superviseur est surpris qu'il y a telle partie qui manque dans la thèse ou bien il y a telle partie qui sont supplémentaires, qui ne devaient pas être. Donc, c'est soit un temps perdu ou bien quelque chose. Donc, il faut vouloir être en discussion permanente avec le superviseur. Et comme je le dis souvent, le superviseur est là pour aider. Il ne faut pas avoir peur du superviseur. Il faut respecter le superviseur, mais il faut aussi avoir un climat d'échange avec le superviseur. N'attendez pas que le superviseur vous appelle tout le temps ou bien vous écrive pour vous demander comment est-ce que ça évolue. Il faut être proactif. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport à comment est-ce qu'il faut charger les journaux.
le docteur a donné l'essentiel de ce qu'il faut. Il y a aussi actuellement, parce qu'avec l'évolution de la technologie, il y a des moteurs de recherche et il y a aussi des sites de recherche qui sont existants pour que vous puissiez, avec votre titre et votre abstract, déjà trouver un certain nombre de suggestions par rapport aux journaux que vous pouvez utiliser pour envoyer votre manuscrit. Maintenant, dans ça aussi, il vous fait euh, une étude sommaire de combien de temps ça prend à ce journal ou bien à l'autre journal pour pouvoir répondre premièrement, combien de temps ça prend pour pouvoir faire euh, le review, hein, combien de temps ça prend après l'acceptation. Il y a aussi un point crucial qui est le troisième point, c'est est-ce que le journal dans lequel tu veux publier demande à ce que l'on paie de l'argent avant que la publication ne soit faite? Il y a beaucoup de personnes qui sélectionnent les journaux sans penser à ça. Et c'est quand le journal maintenant accepte le papier qui se retrouve dans la condition A, le superviseur n'a pas de l'argent pour pouvoir payer les droits d'auteur pour la publication de l'article. Donc, il va falloir prendre ça en compte, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est par rapport aux journaux prédateurs. Il va falloir être vigilant pour savoir quels sont les journaux qu'on appelle journaux prédateurs dans ton domaine et les éviter. Sinon, tu vas mener un travail bien fait et aller mettre ça, d'évaluer ça au niveau d'un journal prédateur et ça ne va même pas donner un poids à ton CV. Maintenant, le cinquième point, c'est quel que soit le domaine dans lequel tu es, quelle que soit l'année dans laquelle tu es, il faut avoir l'habitude d'écrire quelques mots sur ton article ou bien sur ta thèse tous les jours. Tu te donnes un quota, je vais écrire tel quota par jour pour mes articles ou bien pour ma thèse. Et avec ça, je vais donner la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci bien, docteur Dossa. Comme nous le savons, le Bénin a un grand défi à relever en matière de publication de renom. Je nous souhaite bonne chance et bon travail. Avant de clôturer la séance, il y a une question. Quelqu'un veut avoir le PPT de la séance, je crois. Docteur, vous êtes là? Je crois que vous pouvez peut-être convertir ça en PDF. Et s'il vous plaît, Monsieur Prince, vous pouvez laisser votre adresse email. Docteur Souanon pourra vous envoyer peut-être la version PDF. Docteur Souanon, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Donc, Monsieur Prince, s'il vous plaît, vous pouvez laisser, ou bien rapidement, OK. Vous pouvez écrire à Monsieur, au docteur Souanon, voici son email. Je l'ai repartagé dans le bot chat. Merci bien. Donc, il est 21h04 heure de la Chine. La chose, promis, chose due. On va devoir lever la séance, mais avant de la lever, Monsieur Firmin, coordonnateur du comité formation, s'il vous plaît, je vous prie de placer un mot d'une minute avant que la séance soit levée. Merci. Oui, alors, bonsoir à tous. J'ai été très content de voir que ceci soit fait finalement. Le docteur Fidèle, le frère Joël, le docteur Dossa, et autres personnes qui font partie de l'équipe, qui soient déjà au premier plan ou en arrière-plan. Nous vous remercions et nous pensons que nous pouvons d'ores et déjà toujours compter sur vous pour de pareils événements dans le futur. Merci et très brillante présentation et participation à chacun et à tous. Merci bien. Docteur Souanon, vous avez, you made our day avec cette présentation. Merci.
Bonsoir chez vous. Bonjour aussi chez vous. Pour ceux qui nous reçoivent du Bénin, là, on va tout arrêter. Merci d'être resté avec nous malgré les inconvénients, les problèmes de connexion et autres. On va prendre le prochain rendez-vous. Vous serez informés à l'avance. Merci et ciao, ciao. Merci infiniment.